Dans quel cas ça peut être utile de faire de la reprogrammation mentale? Et bien en fait, exactement comme tu le disais, dans tous les cas, on a un blocage. Dans tous les cas, on se dit, je sais que je devrais faire comme ça, mais je n'y arrive pas. Je sais que c'est stupide de penser comme ça. Je sais que c'est stupide. À chaque fois que je vois mon voisin, il me met mal à l'aise. Je sais que c'est stupide, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors quand quelqu'un dit je ne suis pas hypnotisable, j'ai toujours la même réaction, c'est est-ce que tu as déjà été touché par un film? La personne me dit oui, bien sûr. Mais pourtant un film, c'est pas réel. Notre imaginaire est un lieu extraordinaire de ressources. Pour bien comprendre comment ça fonctionne l'imaginaire, si je te montre par exemple, mettons le fauteuil sur lequel tu es assis, je vais te dire, est-ce que ce fauteuil peut s'envoler? Tu me diras, non bien sûr. Par contre, si je te dis le mot magique qui, ok, imagine que ce fauteuil, et là tu vas me citer plein de possibilités, tu vas me dire, ben, il y a des petits anges qui arrivent et qui le font s'envoler. Il y a ce fameux proverbe chinois, si tu donnes du poisson à une personne, il va manger un jour, si tu l'apprends à pêcher, il va manger toute sa vie. Donc moi maintenant j'ai envie d'apprendre les gens à pêcher, j'ai envie de dire, bon allez, maintenant je vous explique finalement comment utiliser vous-même les techniques que j'utilise, comme ça vous êtes autonome. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette conférence sur la reprogrammation mentale avec notre invité spécial, le docteur Denis Koester. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Alors chez Pure Santé, on adore travailler avec lui parce que c'est un expert de l'hypnose santé avec une approche globale. Il est ancien chef de clinique et il est aussi médecin anesthésiste à la clinique de la Muette à Paris. Il s'est également formé en micronutrition, en cohérence cardiaque, en EFT et surtout, sa grande spécialité, c'est l'hypnose médicale. Il la pratique en hôpital lors de certaines interventions chirurgicales et pendant ses consultations en cabinet. En 20 ans de carrière, il a aidé des milliers de patients à sortir d'addiction, à surmonter leurs peurs, à dépasser des blocages. Et justement, depuis ces dernières conférences, vous avez été nombreux à nous demander si Denis n'avait pas des solutions pour vous aider dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour renforcer votre confiance en vous, surmonter vos phobies, vous débarrasser de mauvaises habitudes comme grincer des dents ou se ronger les ongles, ou même apprendre de nouvelles choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Alors dans un instant, vous allez découvrir comment reprogrammer votre cerveau pour acquérir de bonnes habitudes, atteindre vos objectifs et apporter des changements positifs dans votre vie familiale, amicale, amoureuse, intérieure ou professionnelle. Denis va vous révéler aussi certaines techniques qu'il ne partage normalement qu'en consultation. Vous allez voir, vous pourriez agir sur un nombre impressionnant de problèmes du quotidien et peut-être même devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Confiante, motivée, sereine, comme si tout vous souriait. Bonjour Denis, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour Caroline, toujours ravi d'être avec toi pour de nouvelles aventures passionnantes. C'est partagé. Alors, tu es un habitué de ce plateau parce que tu viens souvent et tu es venu souvent nous parler de problèmes de santé et d'hypnose notamment. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de quelque chose qui nous concerne tous et à tout âge. C'est ces blocages qui nous empêchent d'être bien au quotidien. Alors, c'est humain, on a tous des mauvaises habitudes, des comportements un peu automatiques, des pensées limitantes ou des peurs qui semblent incontrôlables. Et on se dit qu'on va se reprendre en main, on suit des objectifs. Certains font même des années de thérapie, mais souvent on échoue et on se sent coupable. Alors, on finit par se dire qu'on ne peut rien y faire et que c'est dans notre nature, donc on s'accommode de tout ça. Mais d'où ma première question, pourquoi c'est si difficile de changer ses habitudes ? Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir. C'est tout simplement quelque chose d'extrêmement naturel. En fait, au cours de notre apprentissage de la vie, entre le moment où on est enfant, puis adolescent, puis qu'on devient adulte, on traverse différentes étapes de notre vie, on traverse différentes situations, voire peut-être parfois différents traumatismes, et tout ça, ça va finalement entraîner une espèce d'apprentissage dans notre esprit, un apprentissage qui va nous permettre après de faire face à différentes situations. Et tout ce que l'on a reçu dans notre enfance peut être quelque part un petit peu stocké. C'est un petit peu comme si dans notre esprit nous avions des réservoirs, je dirais des réservoirs à trauma qui se remplissent au fur et à mesure. Et quand ce réservoir déborde, et bien là, à ce moment-là, on a l'impression qu'on ne peut plus gérer parce qu'on est face à une situation où finalement une part de nous perd le contrôle. Rationnellement, on se dit qu'on a encore le contrôle, mais pourtant une part de nous est plus forte. C'est cette part qui fait dire, par exemple aux fumeurs, je sais que c'est mauvais, je ne peux pas m'arrêter. C'est ce qui fait dire à la personne qui est compulsive du sucre, je sais que c'est mauvais, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est ce qui fait dire à la personne, mettons, qui a des tocs, qui vérifie 50 fois si sa porte est bien fermée, je sais que c'est stupide, mais je ne peux pas m'en empêcher.
Tout simplement parce qu'il y a des programmes qui ont été mis en place dans l'inconscient à travers souvent une exposition à des actions, des situations ou des traumatismes qui finalement vont s'engranger au niveau du subconscient. On va détailler tous ces points un peu plus tard, mais cette agrégation dans le subconscient va finalement forger une personnalité qui sera marquée par tout ce vécu. D'accord, donc je prends un instant au milieu de cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte énormément pour nous. Alors si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo. Un simple clic sur le bouton d'abonnement et l'activation de la cloche vous permettront de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et maintenant, on reprend. C'est un trop-plein de traumas en fait qui dépasse la pensée rationnelle, j'imagine, et qui fait qu'on a ces comportements automatiques en fait. Tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que dans notre esprit, il y a différentes parties. Il y a des parties, je dirais, un petit peu rationnelles qui sont là pour, en fonction de notre libre arbitre, nous faire choisir ou non de choisir telle ou telle voie, telle ou telle situation. Et il y a toute une part un petit peu plus sombre, mais aussi non seulement sombre, mais peut-être aussi extrêmement merveilleuse, qui est finalement cette zone de tous nos vécus. Et c'est ce qui a fait que, via le filtre de nos pensées, tout ce que nous avons pu vivre s'est engrangé en nous et voilà, a fait également la personne que nous sommes. Ok. Alors, tu me parlais tout à l'heure, avant le tournage, de reprogrammation mentale. Oui. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que tu expliques aux gens qui nous écoutent et qui t'écoutent ce que tu entends par reprogrammation mentale, parce que si j'ai bien compris, c'est différent de l'hypnose. Alors, en fait, disons que la reprogrammation mentale, c'est un espèce de champ extrêmement large de tout ce qui va permettre au cerveau de modifier des comportements. Donc, effectivement, il y a de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose est une part de cette reprogrammation mentale, mais il n'y a pas que ça. Il y a également des techniques qui peuvent être proches de la méditation, des techniques qui peuvent être proches de la programmation neurolinguistique, et aussi des techniques qui sont plutôt de la micronutrition, de la neuromicronutrition, tout simplement parce que pour bien programmer son cerveau, il faut qu'on ait un cerveau en bonne santé. Il y a une image que j'aime bien prendre, c'est de se dire que nos pensées, nos émotions sont comme des graines qui sont plantées dans la terre. Si la terre est aride, les plantes ne vont pas pouvoir germer. Et tout ce qu'il faut, c'est que la terre soit fertile, qu'il y ait un bon engrais. Pour avoir un bon engrais, il faut donner les bons nutriments à la terre. Pour avoir de bonnes pensées, il faut donner les bons nutriments à notre cerveau. Notre cerveau, il a besoin d'une bonne alimentation. Il a besoin de bons micronutriments. Il a besoin également de bonnes sensations, par exemple d'avoir des vêtements confortables. Il a besoin de relations humaines. Donc notre cerveau a différents besoins. S'ils ne sont pas satisfaits, notre cerveau n'est pas heureux. Comment on peut espérer avoir des bonnes pensées, de bonnes émotions dans un cerveau qui n'est pas heureux, qui n'a pas tout ce qu'il lui faut pour être bien? Ok, donc la reprogrammation mentale, c'est un terme très large qui englobe plein de techniques. Tout à fait. C'est un peu l'art de redonner le sourire à notre cerveau et de le redonner joie et bonheur. Exactement. En fait, plutôt que de reprogrammation mentale, on devrait presque dire reprogrammation du cerveau, puisque on va non seulement s'occuper du mental, mais également des autres aspects du cerveau, comme par exemple les émotions, mais également toute la partie des ressentis physiques, puisqu'il est vraiment essentiel de comprendre cette espèce de boucle entre les pensées, les émotions, les ressentis physiques. Tout ça, ça s'engrange au niveau du cerveau, ça fait un espèce de patchwork relativement complexe, tout ça c'est lié, et quand je parle de reprogrammation mentale, c'est finalement la reprogrammation de tout cet ensemble qui est généré par le cerveau. Ok. Dans quel cas ça peut être utile de faire de la reprogrammation mentale? Et bien en fait, exactement comme tu le disais, dans tous les cas, on a un blocage. Dans tous les cas, on se dit, je sais que je devrais faire comme ça, mais je n'y arrive pas. Je sais que c'est stupide de penser comme ça. Je sais que c'est stupide. À chaque fois que je vois mon voisin, il me met mal à l'aise. Je sais que c'est stupide, mais je ne peux pas m'en empêcher. En fait, toutes ces situations où on se dit, j'aimerais faire ça, mais je n'y arrive pas, c'est là que ça peut intervenir. Mais c'est vrai que c'est une possibilité extrêmement large. Ça va concerner les addictions, ça va concerner le stress, ça peut même concerner les problèmes de sommeil, ça peut concerner aussi la confiance en soi. Toutes ces parts où finalement on se dit « j'aimerais, mais je n'y arrive pas ». Ok. Bon, à t'entendre, ça a presque l'air d'être trop beau pour être vrai, mais j'imagine que c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. J'aimerais que ce soit si facile, mais c'est comme tout. À partir du moment où finalement notre cerveau a appris de ces traumatismes, il doit aussi désapprendre. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire que la programmation mentale met 28 jours. C'est quelque chose que l'on voit assez souvent. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai effectivement parlé parce que c'est un chiffre qui est très fréquemment donné. Mais pour être tout à fait exact, ce chiffre n'est pas tout à fait parfait. En fait, d'après les études, pour vraiment reprogrammer son cerveau,
il faut aller entre 16 jours et à peu près 250 jours. Ok. Avec une médiane à peu près à 66 jours. Ça reste quand même assez rapide par rapport à des thérapies qui peuvent durer des dizaines d'années. Voilà, tout à fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez certaines personnes, ça va être très rapide, chez d'autres, ça va être très long. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si ça ne fonctionne pas effectivement au bout d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, de ces fameux 28 jours ou plus, eh bien, il n'y a pas à culpabiliser, c'est que c'est normal, c'est le fonctionnement de notre cerveau. À partir du moment où on commence à apprendre quelque chose, ça prend du temps. Souviens-toi quand tu as appris à conduire, il y a ces fameuses 4 phases de l'apprentissage. Pardon. Première phase, l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire, mais on ne sait pas qu'on ne sait pas faire, on n'a jamais testé. Et puis on rentre dans la voiture, on ne sait toujours pas faire, on est toujours incompétent. Mais là, on prend conscience de cette incompétence. Alors on commence à apprendre à conduire. Ok, donc pour tourner à gauche, il faut que je regarde mon clignotant, il faut que je rétrograde, il faut que je joue avec les pédales. Il y a plein de choses à faire et ça paraît incroyable quand on apprend. On se dit mais comment je vais être capable de faire ça? Mais on commence à être compétent mais conscient. On doit réfléchir pour ça. Et puis finalement, on arrive au stade ultime qui est la compétence inconsciente. C'est-à-dire que maintenant, on conduit et on est capable également de gérer le fait de regarder les panneaux, le fait de conduire, le fait parfois même de parler à son voisin. Évidemment, il ne faut pas chercher à être distrait, surtout pas répondre à son téléphone. Mais en tout cas, on est capable de gérer plusieurs choses. Tout ça parce que par la répétition, le comportement s'est intégré. Mais c'est vrai pour tout. Finalement, quand on a reçu différents traumas dans la vie, finalement, quand on reçoit une fois le trauma, bon, à la rigueur, c'est pas tellement gênant. Mais si le trauma se reproduit, alors il va y avoir finalement une espèce d'habitude du cerveau qui va considérer que le trauma devient sa réalité. Et c'est là où c'est problématique. Imaginons par exemple un enfant, son parent lui dit systématiquement « tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable ». Alors au début, il se dit pourquoi il me dit ça? Et puis au fur et à mesure, il se dit effectivement, je ne suis pas capable. Et c'est ce qui fait après qu'à l'âge adulte, il va croire qu'il n'est pas capable. Tout simplement parce qu'on lui a répété tellement de fois que c'est devenu quelque part de la compétence inconsciente. Le fait « je ne suis pas capable », c'est devenu une espèce de compétence qui fait partie de sa personnalité. Et ça, c'est vraiment extrêmement gênant. En fait, il faut comprendre qu'il y a une espèce de boucle au niveau du cerveau. Nos pensées entraînent bien souvent une émotion. Quand on pense, mettons, à quelqu'un que l'on aime, on va avoir une émotion d'amour. Quand on a une émotion, elle va se traduire bien souvent par un ressenti dans le cœur. Par exemple, si on reprend l'amour, on va avoir le cœur qui s'accélère, on va avoir les poils qui se dressent. Donc tout ça, c'est un ressenti corporel. Ce ressenti corporel, bien souvent, va entraîner une réaction, un comportement. Si ce comportement a lieu une fois, c'est OK, ça passe. Par contre, si ce comportement se répète, ça va créer une habitude. Si cette habitude se répète, ça va créer une croyance. Et si cette croyance se répète, ça va influencer sur la personnalité. Et si la personnalité est ancrée avec ce système, ça va influencer les pensées. C'est comme ça que ça boucle. Prenons l'exemple d'une personne, j'aime bien utiliser l'exemple de la personne qui fume, parce que c'est relativement simple. Une personne qui fume va par exemple se dire, tiens, je suis convoqué par mon patron. Ça, c'est la pensée. Émotion, ça me fait un stress. Comportement, je vais allumer une cigarette. Effet, je vais avoir une impression de détente. J'insiste bien, ce n'est qu'une impression, c'est une illusion. Je vais avoir une impression de détente. Si ça n'arrive qu'une fois, ce n'est pas très grave, mais si ça se répète, alors on va créer l'habitude. Et finalement, la croyance de se dire, d'accord, j'ai bien compris, quand je vais voir mon patron, je suis stressé, je m'allume une cigarette et ça va mieux. Et ça va complètement engendrer une personnalité, ce qui fait que la personne qui fume va se dire, maintenant, je suis fumeur. Et après, à partir du moment où la partie inconsciente de son être la définit comme une personne fumeuse, eh bien, le fumeur va voir toute la réalité en fonction de ce filtre. Et va se dire, puisque je suis fumeur, c'est logique, il faut que je fume. En fait, l'inconscient, finalement, nous maintient dans une illusion qui est confortable. L'inconscient n'aime pas le changement. L'inconscient aime les choses qui sont simples et répétées. En fait, il y a une phrase que j'aime bien, c'est on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. L'inconscient, par essence, il est feignant et il veut voir le monde par son filtre. Mais c'est vrai pour tout. Imagine, par exemple, tu te dis, tiens, moi je vais être différent de tout le monde, je vais m'acheter une voiture verte. Alors tu t'achètes une voiture verte, mais étonnamment, tu vois des voitures vertes partout et tu te dis, mais finalement, je ne suis pas tellement original. Tout simplement parce que comme tu t'es focalisé voiture verte, ton cerveau va visualiser les voitures vertes. C'est pas que tu en vois plus, c'est pas qu'il y en a plus, c'est juste que tu vas focaliser dessus. En fait, on focalise en fonction de nos croyances. Une personne qui pense qu'elle n'est pas capable, elle va effectivement se créer
toutes les situations pour corroborer cette croyance. Oui, je comprends. On se met des carcans, en fait. On se met des carcans. Et tout l'intérêt de cette reprogrammation mentale, c'est d'aller casser ces croyances qu'on a créées au fil du temps, les traumas. Et ça peut aller très vite, tout comme ça peut prendre un petit peu plus de temps. C'est pour ça que j'aimerais que ce soit miraculeux. J'ai toujours rêvé de trouver un système où finalement, on a la pensée magique qui nous fait changer, mais non, et finalement, heureusement. Oui. Mais alors, je comprends comment ça fonctionne, hein, tu l'expliques très bien. Et sur le plan biologique, ça marche comment ? Alors sur le plan logique, c'est intéressant de comprendre que la création d'une habitude, c'est comme deux paquets de neurones qui ont l'habitude de travailler ensemble avec une espèce d'autoroute entre les deux. En fait, plus on associe un geste, par exemple, à une pensée, plus on va créer une espèce d'autoroute. C'est pour ça que, par exemple, une personne qui apprend à jouer de la musique, elle va avoir une articulation extrêmement précise entre les neurones de la vue, par exemple, de la partition, et les neurones qui vont s'occuper des doigts. Tout simplement parce qu'il y aura une espèce d'autoroute qui va se créer. Et en fait, cette autoroute, elle ne se détruit jamais. Par contre, il est possible de créer un chemin de traverse qui va pouvoir créer un autre comportement. Si on reprend l'exemple de se dire « je ne suis pas capable de parler en public », alors effectivement, il y a une espèce d'automatisme, c'est « je suis face à un public, je stresse ». Et c'est automatique, je vais face à un public, je stresse. Et bien on va pouvoir créer un chemin de traverse qui va être par exemple « je suis face à un public, je me sens tellement bien, je vais pouvoir développer tout mon talent ». Alors effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça se crée tout simplement parce que contrairement à ce que l'on peut croire, notre cerveau, il a une possibilité de changer, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Notre cerveau n'est pas figé comme vous pouvez le croire. On avait avant la croyance de se dire mais que tout était irrémédiable. J'aime bien cette phrase d'Anselli qui est un des premiers auteurs à avoir travaillé sur le stress. Anselli disait que quand le cerveau subissait un stress, il était victime d'une espèce de cicatrice indélébile à cause de la gestion du stress. Et en fait, il a été montré que non, il n'y a pas de cicatrice indélébile. Ce n'est pas parce qu'on a eu un traumatisme dans l'enfance qui doit nous pourrir toute la vie. La cicatrice, elle va rester, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va se rouvrir. Ouais, c'est intéressant. Et il y a une chose que j'aimerais que tu développes aussi, parce que tu m'en parlais, c'est cette notion dont on ne parle pas souvent, d'inflammation du cerveau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, que ça a l'air assez lié avec ce que tu me dis? Oui, alors ça c'est très très intéressant. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce cerveau qui a des besoins. Le cerveau, il a besoin d'un certain équilibre. Et finalement, cet équilibre, il le trouve à travers l'alimentation, à travers notre mode de vie, mais il peut aussi être face à un déséquilibre parce qu'on ne lui donne pas ce qu'il faut à manger. Il peut être face à un déséquilibre parce qu'on est exposé à des toxiques environnementaux ou des toxiques divers et variés. Et donc à ce moment-là, le cerveau, eh bien, comme c'est un organe très sensible, il va réagir à cette espèce d'agression par une réaction immunologique qui s'appelle une inflammation. Cette inflammation, souvent, elle est de cause digestive. C'est ce qu'on appelle la fameuse inflammation de bas grade. Si, mettons, je suis intolérant à tel ou tel aliment et que je continue à en manger, je vais créer une petite inflammation au niveau de mon tube digestif. Au début, ce n'est pas tellement gênant. Ça peut donner éventuellement des troubles du transit, une envie d'aller aux toilettes après tel ou tel aliment, mais au long cours, ça peut créer une espèce d'inflammation locale. Cette inflammation locale, elle peut aller gagner tout l'organisme. Ça peut donner par exemple des inflammations articulaires. On sait qu'une inflammation digestive peut entraîner des inflammations articulaires comme des arthrites. Ça peut entraîner aussi une inflammation du cerveau. Et un cerveau qui est en état inflammatoire, ça peut donner différents dégâts. Il a été montré que par exemple, certaines dépressions pouvaient être aggravées par cette neuroinflammation. Ok, alors comment tu raccroches ça à la reprogrammation mentale et en fait au blocage qu'on se met nous-mêmes? D'où l'intérêt, par exemple, de donner à notre cerveau uniquement ce dont il a besoin, d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire, par exemple, d'éviter l'excès de sucre. On a déjà beaucoup de fois parlé de l'excès de sucre, d'éviter les graisses végétales inflammatoires, les graisses végétales type colza, tournesol, qui ne sont pas excellentes pour la santé, il vaut mieux l'huile d'olive. Enfin, en tout cas, toute cette alimentation riche en fruits et en légumes, qui est une alimentation anti-inflammatoire, va permettre à notre cerveau de recevoir ce qu'il lui faut. On peut rajouter par exemple des éléments comme des oméga 3 ou du curcuma ou tout ce qui peut être anti-inflammatoire. Ça va aider notre cerveau à être en meilleure forme. Ok, donc ça en fait, ça rentre dans le volet nutrition et micronutrition de la reprogrammation mentale. Exactement, toujours préparer le terrain. De même, l'équilibre des neurotransmetteurs. On a déjà parlé également sur ce plateau de l'équilibre des neurotransmetteurs. En fait, nous avons une espèce de chimie dans le cerveau. Nous avons plusieurs dizaines de messagers chimiques, par exemple la dopamine, la sérotonine, le GABA, l'ocytocine, etc. Et en fait, ces neurotransmetteurs dépendent entre autres
en partie de notre alimentation et des nutriments que l'on peut prendre. Si on n'a pas une bonne alimentation, si on n'a pas les bons micronutriments, on peut avoir un déséquilibre de ces neurotransmetteurs. Alors ça, c'est une notion qui parfois est relativement discutée. Il y a des personnes qui n'y croient pas beaucoup, il y en a d'autres qui sont très très attachées. C'est vrai que par exemple, moi je me réfère assez souvent à une équipe de Stanford qui insiste beaucoup sur ce point et sur le fait que par exemple, prendre un précurseur de dopamine comme la L-tyrosine, ça peut augmenter notre dopamine et augmenter notre motivation. Quand on doit aller finalement à l'encontre d'un comportement du passé, parfois il nous faut de la motivation, avoir un petit surplus de dopamine, ça peut aider. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, que c'est une approche complètement globale, et que toi tu pratiques d'ailleurs en cabinet depuis des décennies, avec, tu as aidé des milliers de patients. À ce oui, jour. Alors c'est assez amusant parce que au début, comme je suis médecin, au début je me suis dit, bon alors, la médecine c'est très très bien, mais on n'a pas la partie mentale, donc je me suis mis à fond dans l'hypnose, le coaching, la PNL, etc. Et je trouvais que c'était génial. Mais en fait, en faisant vraiment que de l'hypnose et du coaching, je me suis dit, mais en fait, il me manque quelque chose. Donc, je suis revenu sur le terrain plus physiologique et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour créer une espèce de synergie. Et c'est ça, effectivement, qui a aussi donné naissance aux différents programmes que l'on a pu produire ensemble, qui, effectivement, étaient toujours basés sur des mélanges d'hypnose, mais également de micronutrition pour pouvoir créer toujours cet équilibre. Alors là, par rapport à ce dont on est en train de parler, on va plus loin parce qu'on est beaucoup plus large au niveau des indications, mais en tout cas, le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a une part mentale, une part physiologique, et on ne peut pas gérer l'un sans gérer l'autre. C'est hyper intéressant, et à ma connaissance, il y a peu de praticiens et de médecins qui ont cette démarche globale pour aider les gens à sortir de blocages, de mauvaises croyances, ou de croyances limitantes dans leur vie. Fort heureusement, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que quand j'ai commencé l'hypnose, ça va faire pas loin de 20 ans, effectivement, à l'époque, c'était vraiment bien séparé. Et même maintenant, par exemple, on utilise énormément les émotions dans l'hypnose, alors que il y a 20 ans, quand il y avait des émotions, on disait on ne va pas trop aller sur ce terrain-là. Alors que finalement maintenant, plus il y a des émotions, plus on se dit waouh, c'est cool, on va pouvoir travailler. Oui, en fait, on réconcilie. Toujours. En fait, sur le triptyque, les pensées, les émotions et le corps. Et c'est vraiment intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un vient pour une problématique, on peut aller travailler sur la pensée, l'émotion ou le corps. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter, c'est une personne qui est venue me voir en disant « j'ai un problème qui vient de l'enfance ». Je dis « d'accord, quel est ce problème ?» Il m'a dit « je ne peux pas vous le dire ». Pas de problème, c'est OK. Et on a fait toute la séance en parlant du problème sans que je sache que c'était. Mais moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas le problème en soi. Je dirais presque que ça m'était égal. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quand il pense au problème, quelles sont les émotions qui sont générées, quels sont les ressentis dans le corps qui apparaissent. J'ai uniquement travaillé sur les émotions et le ressenti dans le corps. L'important, c'est de pouvoir rentrer quelque part. On rentre par la pensée, on rentre par l'émotion, on rentre par le corps. L'important, c'est de rentrer dans le système. Et alors, il a été réglé ce problème ? Le problème a été réglé. Mais je n'ai jamais su ce que c'était. Alors, je reviens un peu sur l'hypnose parce que tu en parlais tout à l'heure. Et nous, c'est des questions qu'on a souvent des lecteurs quand ils lisent hypnose. Ils pensent à l'hypnose de spectacle et ça leur fait peur. Alors, je voudrais que tu dises un mot sur l'hypnose que tu utilises et que tu utilises d'ailleurs en milieu hospitalier et de temps en temps pour certaines interventions. Tout à fait. Si c'est toujours juste. Oui, c'est juste. Donc voilà, je voudrais juste que tu les rassures un petit peu et que tu parles de cette hypnose qui est très loin de l'hypnose de spectacle qu'on peut se figurer. Alors, c'est intéressant parce que là encore, c'est vrai, comme ça fait longtemps qu'on parle d'hypnose, je vois bien aussi que l'abord de l'hypnose est un petit peu différent. C'est vrai que, voilà, il y a encore une vingtaine d'années, 15 ans, voire même peut-être 10 ans, il y avait beaucoup de scepticisme par rapport à l'hypnose. Beaucoup de personnes disaient « je n'y crois pas ». Beaucoup de personnes disaient « je ne suis pas hypnotisable ». Alors quand quelqu'un dit « je ne suis pas hypnotisable », j'ai toujours la même réaction, c'est « est-ce que tu as déjà été touché par un film ?» La personne me dit « oui, bien sûr ». Mais pourtant, un film, c'est pas réel. Un film, c'est une fiction. Sauf que le film, il va jouer sur nos émotions. Et donc, on est capable d'avoir des émotions qui sont complètement fausses. On est capable d'avoir des ressentis corporels qui sont complètement faux. On est capable d'avoir peur devant un film d'horreur alors qu'on sait très bien que c'est faux. On sait très bien que le tueur dans le film ne va pas venir nous tuer. Néanmoins, on arrive à ressentir la peur alors que tout est faux. Si on arrive finalement à avoir une illusion de réalité, juste parce que c'est suggéré, ça montre qu'on est sensible à l'hypnose. Juste le fait d'expliquer ça, les personnes disent « ah ok, donc je suis hypnotisable ». Et là, finalement,
puisqu'on désacralise un peu ce côté du gourou dogmatique qui dit « dormez, je le veux », eh bien les gens comprennent que finalement l'hypnose, c'est juste l'utilisation de notre mental pour pouvoir changer et s'améliorer. À partir du moment où on voit l'hypnose comme ça, non pas comme une prise de contrôle, mais plutôt une voie d'amélioration personnelle, alors oui, on a vraiment envie de s'y mettre. Oui, parce que tu vois, les gens, ils se figurent la perte de contrôle, l'hypnose, où en fait, les gens décident pour eux. On n'est pas du tout dans ce registre. Ah non, mais c'est exactement, c'est toujours pareil, c'est comme le cinéma. C'est-à-dire que si tu es face à un film qui t'ennuie profondément, tu rentres pas dans le film, et puis tu peux sortir de la pièce, tu sors du cinéma, et c'est comme si tu y étais jamais allé. Et par contre, si le film te plaît, tu es embarqué dedans, tu peux avoir des émotions, tu peux pleurer, tu peux rire alors que tout est faux. Tu passes un moment incroyable et là, c'est OK. C'est-à-dire qu'une personne ne peut jamais être bloquée. Personne ne peut t'obliger à rester dans une salle de spectacle si tu n'aimes pas le spectacle. Tu es toujours libre de partir. C'est pareil pour l'hypnose. On ne peut pas être coincé en hypnose. On ne peut pas être sous l'influence de quelqu'un. Si ce que la personne nous dit ne nous convient pas, on dit non, désolé, ça ne me convient pas. On tourne la page et c'est terminé. OK, très clair. J'espère que les gens seront rassurés. Je reviens sur ta pratique, parce que dans ton cabinet, tu utilises, si j'ai bien compris, plusieurs techniques pour déprogrammer les mauvaises habitudes et casser ces schémas un peu limitants, ces schémas de pensée. Est-ce que tu peux nous présenter une de ces techniques, ou ta préférée, si tu veux, que tu trouves par exemple la plus efficace? Alors, il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle est très facile et elle induit toujours l'imaginaire. Et en fait, il est vraiment important de comprendre ce qu'est l'hypnose. Alors, il y a plusieurs définitions de l'hypnose. Moi, la définition que je préfère, c'est une définition que j'ai vue dans une présentation de la Société française d'anesthésie et réanimation, qui dit la pratique hypnotique est l'application d'une technique relationnelle qui cherche à séparer le patient de la réalité environnante afin de l'immerger dans un changement suggéré à l'imagination. Alors, évidemment, on se dit, j'ai rien compris. Mais si on décode, la pratique hypnotique est l'application d'une technique relationnelle, donc ou bien du thérapeute au patient, ou alors dans le cas d'auto-hypnose, de soi à soi-même. Donc c'est une technique relationnelle qui cherche à séparer le patient de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'éloigner de notre réalité que l'on a envie de changer, d'accord ? Justement grâce à une suggestion à l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'imaginaire pour trouver des ressources, pour pouvoir changer. Notre imaginaire est un lieu extraordinaire de ressources. Pour bien comprendre comment ça fonctionne l'imaginaire, si je te montre par exemple, mettons le fauteuil sur lequel tu es assis, je vais te dire, est-ce que ce fauteuil peut s'envoler? Tu me diras, non bien sûr. Par contre, si je te dis le mot magique qui, ok, imagine que ce fauteuil s'envole. Et là, tu vas me citer plein de possibilités. Tu vas me dire, il y a des petits anges qui arrivent et qui le font s'envoler. Tu vas me dire, on va mettre un petit moteur. Tu vas me dire, il y a un coup de vent qui le fait s'envoler. Donc, tu vas imaginer plein de possibilités. Notre imaginaire est un lieu incroyable de ressources. Notre imaginaire nous permet de trouver des solutions que le rationnel n'aurait pas. Et c'est ça qui est vraiment important. À partir du moment où on utilise l'imaginaire, on va pouvoir trouver des solutions. Et c'est pour ça que quand une personne a une problématique, je vais lui suggérer d'utiliser son imaginaire. Je vais dire, ok, cette problématique, si tu en crées un symbole, si tu en faisais un objet, ou si tu créais quelque chose qui pourrait représenter pour toi ce problème, cette habitude que tu veux changer. Donc là, la personne va, par exemple, dire, je ne sais pas, j'imagine une espèce de grosse boule pointue, et à ce moment-là, je vais lui suggérer de modifier cette grosse boule pointue pour en faire un objet qui finalement devient presque un objet sympa. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée dernièrement. On est venu me chercher pour une patiente qui ne voulait pas descendre au bloc opératoire parce qu'elle avait trop peur. Alors, je l'ai regardée, je suis allé la voir, je lui ai dit, ok, j'ai mis ma main comme ça devant elle et je lui ai dit, ok, regardez, là, vous allez imaginer votre peur, c'est comment? Elle me dit, je vois une espèce de gros nuage gris, ah oui, vraiment, ça me fait du mal. Je dis, ok, maintenant, vous allez modifier ça. Comment voudriez-vous le modifier pour que ça soit plus agréable? Elle me dit, moi, je voudrais qu'il soit plus petit, ce nuage. Je dis, allez-y, modifiez-le. Et vous voudriez que maintenant, peut-être, il change comment? Elle me dit, j'aimerais bien qu'il soit de couleur rose, parce que là, c'est la couleur préférée de mon enfant. Je dis, ok, maintenant, imaginez que c'est un petit nuage rose. C'est comment? Elle me dit, ça, je trouve ça chouette. Ok, et maintenant, la peur, elle est comment? Elle me dit, non, j'ai plus peur. Alors, je dis, donc, je vous le rends maintenant. En fait, elle avait tout simplement symbolisé et extériorisé sa peur.
elle l'a modifié de ses propres moyens, et une fois que c'était devenu quelque chose d'acceptable, elle l'a réintégré. Voilà, ça s'appelle la réification et modification par submodalité. Le mot est un petit peu compliqué. Oui, c'est un peu barbare. C'est un peu barbare, mais l'idée, c'est tout simplement de comprendre qu'on crée un symbole de notre problématique, on le modifie, et à partir du moment où la modification est acceptable, voire même devient un schéma ou presque un symbole de ressources, on le réintègre pour son plus grand bien. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on connaît cette technique, on peut le faire tout seul. Ah ben bien sûr, c'est ça l'intérêt justement. Alors c'est intéressant parce que comme justement, le problème c'est que j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de les accompagner et j'ai moins en moins de temps. Donc je me suis dit, comment je peux aider le maximum de personnes à être autonomes. Il y a ce fameux proverbe chinois, si tu donnes du poisson à une personne, il va manger un jour. Si tu l'apprends à pêcher, il va manger toute sa vie. Donc moi maintenant, j'ai envie d'apprendre les gens à pêcher. J'ai envie de dire, bon allez, maintenant je vous explique finalement comment utiliser vous-même les techniques que j'utilise. Comme ça, vous êtes autonome. Et tout simplement par l'exercice, et là encore, je répète, ce n'est pas forcément magique ni rapide, c'est une question d'exercice, et bien pas l'exercice, vous allez y arriver tout seul. C'est facile. Enfin, je dirais que c'est simple. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est simple. D'accord. On voit la différence. Tu me parlais tout à l'heure de quelque chose, et ça c'est vraiment la question que j'attendais de te poser. Tu me parlais d'une méthode de respiration qui n'est pas connue du tout, que toi tu as découverte il n'y a pas longtemps, et qui est assez étonnante, voire assez révolutionnaire. Alors, est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors c'est assez intéressant. En fait, on parle toujours de la respiration et de ses bienfaits. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons différentes fonctions physiologiques qui sont automatiques. Notre fréquence cardiaque, c'est automatique. Nos hormones, c'est automatique. Notre digestion, c'est automatique. Notre système immunitaire, c'est automatique. Et là, on n'a rien besoin de faire et on ne peut rien faire pour contrôler. Je ne peux pas te demander comme ça spontanément, vas-y, augmente ton flux hormonal. Non, ce n'est pas possible. La seule fonction vitale sur laquelle on a une prise consciente, c'est la respiration. Et donc, c'est pour ça que c'est le point central de nos fonctions vitales. La respiration est liée à toutes les autres fonctions vitales. Et parce qu'on a une prise sur cette fonction respiratoire, on peut jouer finalement sur les fonctions de notre corps. Alors, l'idée, c'est d'utiliser cette respiration en fonction des besoins. On a beaucoup parlé à un moment du stress et d'une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque. On a déjà parlé de cette technique. La cohérence cardiaque, c'est tout simplement une respiration équilibrée qui permet d'optimiser le système ralentisseur du cœur, ce que l'on appelle le parasympathique. En respirant amplement, j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes, et qu'on fait ça plusieurs fois de suite, on va rééquilibrer finalement le système nerveux autonome de notre cœur. Nous allons ralentir le cœur, nous allons ralentir le stress, juste par la respiration. Mais on peut utiliser la respiration à d'autres fins. Par exemple, si je veux faire un effort, je vais respirer amplement pour me donner finalement de l'énergie. En fonction de la manière avec laquelle on va respirer, on va avoir un effet différent. Si je veux me relaxer, je vais faire je suis relaxé. Si je veux faire un effort violent, je vais respirer beaucoup plus fort. Donc en fonction de la respiration, on va avoir un effet différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un type de respiration qui date des années 70 et qui devient relativement plus connu maintenant, pourtant ça date d'il y a longtemps. Ça a été créé par un médecin psychiatre qui s'appelait Stanislas Grof dans les années 70. En fait, Stanislas Grof était un médecin qui utilisait du LSD, donc qui était considéré à l'époque comme une drogue, et il s'est dit, mais puisque je ne peux plus utiliser du LSD pour mes patients, il faut que je trouve un autre système. Et il s'est rendu compte qu'un certain type de respiration pouvait permettre de mettre les personnes dans une transe. Alors, évidemment pas aussi puissante que le LSD, mais en tout cas, on pouvait accéder à des états de transe grâce à la respiration. Et c'est vrai que ça, c'est une technique que j'ai découverte, que j'ai utilisée, que j'ai trouvée vraiment intéressante. Alors, pourquoi je l'utilise là maintenant dans tout ce qui est cette histoire de reprogrammation mentale? Parce que souvent, les personnes me disent, tout seul, je n'arrive pas à rentrer en transe. Parce que je vais être dérangé, parce que j'ai l'impression ou la croyance que je ne vais pas réussir, etc. Le fait d'utiliser cette respiration, forcément, il y a un effet physiologique. À partir du moment où on a une respiration relativement ample et rapide, on va modifier la chimie au niveau de notre cerveau et on va naturellement créer un espèce d'état de transe qui va favoriser l'entrée en hypnose. Et c'est ça que je trouve absolument génial. La première fois que j'ai vu ça, j'étais relativement sceptique. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc de bisounours?
J'ai testé, je trouvais ça absolument incroyable. Il va falloir qu'on teste hors plateau après. On va tester avec toi, c'est ça. Et alors, en combien de temps on peut voir les effets? Alors là, je reviens sur la reprogrammation mentale. Bien sûr. Les effets, tu me disais tout à l'heure, en général, c'est entre 28 et 250 jours. C'est assez large. La moyenne se trouve à peu près à 60 jours. À peu près à 66 jours, mais bon, après, ça dépend vraiment des problématiques. Après, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a connu déjà ce genre de situation où on avait la croyance de quelque chose, une croyance dure comme fer, et finalement, juste parce qu'on a entendu une phrase, ça a tout débloqué. Parfois, il nous suffit juste presque d'un claquement de doigts pour changer. Par exemple, on a tous connu ce moment où on croyait au Père Noël, et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous dit il n'existe pas. C'était fini, la croyance c'était terminé. De la même façon, on peut très bien croire qu'une personne, parce que juste on la croise mais on ne lui a jamais parlé, est une personne absolument odieuse. Et puis un jour, juste, on a l'occasion de lui parler, on se rend compte que c'est quelqu'un de vraiment super, mais qui était juste un petit peu timide. Et on se dit, mais cette personne, ça fait des jours et des jours que je passe à côté, je me dis que c'est une personne mauvaise, et en fait, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc finalement, parfois, juste en quelques mots, on peut changer une croyance. Donc c'est très difficile de savoir combien de temps. Il suffit parfois presque d'un claquement de doigts pour changer, et puis parfois, malheureusement, il faut beaucoup plus de temps. Ok, mais ça ne dépasse pas en général une année, donc c'est quand même, on reste sur des temps qui sont assez courts. Tout à fait. Autre question, est-ce que tu as des cas, disons, j'aime pas les appeler des échecs, mais est-ce qu'il y a des erreurs que les gens font qui les empêchent de se reprogrammer ou de casser certains schémas limitants? La principale erreur, c'est le manque de patience. À partir du moment où justement les résultats n'arrivent pas très très vite. Alors comme je disais dans les précédents programmes, j'ai beaucoup parlé des 28 jours parce que comme c'est, on va dire, un chiffre qui est beaucoup dans l'inconscient collectif, c'était important de garder ce nombre, tout simplement parce que ça permettait aux personnes de se référer à quelque chose de connu. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ça peut être beaucoup plus long. Donc si ça ne fonctionne pas en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, l'idée c'est de persévérer. Il faut juste persévérer. En fait, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui ne persévèrent pas. Ok, oui, on est dans la culture du tout de suite. Voilà. Donc parfois, il faut réapprendre à être patient. Réapprendre à être patient. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas appris à faire du vélo aussi vite, on n'a pas appris à marcher aussi vite, ça nous a pris du temps. On s'est mis debout, on a commencé à tomber, et en fait, on apprend beaucoup par l'erreur. Finalement, on comprend quand on fait du vélo que il faut être bien droit, que si on se déséquilibre, on va tomber. Et on apprend par l'erreur. De la même façon pour tout, on apprend par l'erreur. Oui. Et pour finir, Denis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans cette reprogrammation mentale ou dans cette nouvelle pratique? Que je comprends tout à fait, parce que ça a l'air limite trop beau pour être vrai. Mais finalement, parfois, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance qu'à partir du moment où notre cerveau a pu apprendre des choses horribles, qu'il a également appris des choses merveilleuses, ça montre qu'il peut désapprendre les choses horribles et qu'il peut apprendre encore plus de choses merveilleuses. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi, Caroline. Encore une fois, un plaisir de t'avoir sur notre plateau de Pure Santé.